Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique afin de débuter mes vacances, et je crois que je les ai méritées, je ne suis pas le seul bien sûr, hein, et j'ai la chance d'en avoir, j'ai décidé de voir un film français un peu détente au cinéma, à savoir Le Rêve américain, nouveau long métrage réalisé par Anthony Marciano. Je dis détente car son précédent, Play, m'a beaucoup plu, et c'est un petit peu devenu un film cocon pour moi, parce qu'évidemment ça me rappelle un petit peu mes années d'adolescence ici. On change complètement de style cependant, avec un biopic, disons-le, sur des agents de joueurs de basketball donc qui vont percer dans la NBA. Et pour interpréter donc respectivement Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, nous avons Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard. Et disons que j'étais un peu inquiet car, il faut le dire, ces derniers temps, ces acteurs, même réalisateurs, ont fait des choses qui m'ont moins plu. Zadi, vrai, ils sont en grand déplacement, bon, ça a été une catastrophe, mais là, il ne réalise pas, donc. Hein. Et Quenard fait toujours un peu la même chose. Donc, là, on les voit ensemble. Il me semble que c'est la première fois hein, qu'ils jouent du moins dans des rôles principaux en duo. Pourquoi pas? Est-ce que l'alchimie allait fonctionner? Ça, je vous le dirai très vite. Dans des rôles secondaires, alors, nous avons Olga Moak et à Tracy Goloas qui vont jouer des love interest ou épouses, et plus si affinités de toute façon. Bon, puisqu'on va ici avancer sur un peu plus d'une dizaine d'années, je crois. Hein. Il y a aussi Gabriel Caballero, alors je le cite parce qu'il était dans Play, je l'ai reconnu. Voilà, il joue un des employés quand le duo d'agents va former, c'est un petit peu ça aussi, hein, la boîte, la création de la boîte. Il y a aussi Jérémy Covillo, un des acteurs de doublage les plus reconnus, qui fait un agent là au début qui a fait jouer le premier joueur français en NBA, Tariq Abdul-Wahad, hein, je crois. Alors, je dis ça de mémoire, il est nommé que Tariq dans le film, mais j'ai suivi la NBA cette époque-là un peu, enfin plus fin 90, début 2000, là où je commençais un peu à lâcher en fait. Et donc ça m'a rappelé une forme de jeunesse aussi. Alors c'est intéressant avec Anthony Marciano. Après Play, qui a joué sur ma corde sensible, il est vrai, mais c'était très réussi. Là, c'est une autre forme de corde sensible, mais on en sort très vite. Hein, parce qu'on va s'intéresser aux arcades donc, de deux agents qui vont se rencontrer un jour en vacances. Je crois que c'est en Italie, il me semble. Hein. Enfin, en tout cas, il y a des Italiens dans le lot là, avec qui ils vont jouer sur un terrain là, pour le fun. Et ils vont se rendre compte qu'ils s'entendent bien et qu'ils jouent bien ensemble. Et même qu'ils réfléchissent parfaitement hein, le basketball. Et avec leur petit talent, leur combine un petit peu, mais il y a surtout une combine à un moment aux États-Unis qui est très drôle, et leur savoir-faire, ils vont commencer à avoir le nez creux et repérer des joueurs qui vont peut-être avoir une carrière en NBA. Le but c'est d'en drafter, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en NBA, les rookies, les nouveaux joueurs, on les draft avant, et les équipes font un peu leur marché comme cela. Et on va les voir essayer avec plusieurs joueurs qui ont vraiment existé, comme Didier Mbenga, je crois, si je ne me trompe pas, un joueur belge qu'on voit au début. J'ai la balle, Batum, bon, il y en a plusieurs comme ça. Et d'autres même qui sont, visiblement, qui ont été créés pour le film, aussi. Le but pour eux, c'est d'en sortir, mais c'est très difficile. Parce que quand bien même, peut-être, la porte de la NBA s'ouvrirait pour leurs joueurs, eux, le temps qu'ils arrivent à gagner de l'argent, à avoir un retour sur investissement, si vous voulez, ils doivent attendre. Et alors, évidemment, malgré leur passion et leur force potentielle, ils vont s'empêtrer dans des potentielles dettes découvertes dans tous les sens, mais guidés par cette envie de réussir. C'est un peu un film d'entrepreneur quand même, hein, de vivre leur rêve américain. Ils vont insister malgré tout. Et c'est une histoire vraie. Je ne sais pas ce qui a été romancé et tout, parce que visiblement, là, il y a un joueur qui s'appelle Willy Rosier. J'ai jamais entendu parler de ce joueur. Il n'est pas, j'ai pas trouvé sur Wikipédia, alors c'est peut-être l'équivalent d'un autre joueur qui n'a pas donné son aval pour pas apparaître ici. J'en sais rien. Mais bon, il y a des trucs qui sont forcément rendus en fiction, romancés et tout. Mais bon, et le duo l'est aussi dans, on va dire, ces échanges, parce que, évidemment, il faut le dire, hein, les deux tiers du temps, on voit Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard. Mais pas que. Mais pas que. Il y a un peu de mieux là-dessus, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'ils peuvent servir habituellement. Mais on joue sur leur popularité, sur leur faculté à débiter des répliques et des petites blagues ou des trucs, voilà, bon. Mais pas que. Mais pas que. C'est un film qui est presque très bien réussi. C'est un bon film pour moi parce que je suis entré dedans
Il y a des moments où j'étais en train de regretter le côté trop lisse, trop académique, trop il faut en rajouter, trop axé sur Zadie et Quenard, quand bien même il y a des scènes où ils sont intéressants, où ils sortent un petit peu, voilà. Son côté un peu plus, pas dramatique, faut pas exagérer, mais posé et réflexif, ça peut marcher. Mais le film se repose trop sur certains lauriers, selon moi, et ne va même pas assez loin dans ce qui aurait pu être une vraie dramaturgie. Parce que bon, je ferai une zone spoiler, mais globalement, même s'ils ont des embûches, tu sens pas vraiment trop les problèmes. C'est très paradoxal en fait. Tu les vois accumuler des découvertes de machins, de choses à droite à gauche. Alors, il y en a un, le personnage Jean-Pascal Zadi, Bouna, qui est très soutenu par son épouse. J'ai envie de dire limite trop soutenu. Elle est en mode soutien absolu, mais limite en mode paillasse hein, également, même si on voit, hein, c'est un amour entre les deux assez fusionnel. Et ça, dès le départ, hein, c'est montré. Alors, il est sur la plage, il dit je t'aime, et il va la laisser en plan. Bon, le film nous fait croire que, parce que c'est elliptique, on joue sur le temps, c'est le cinéma, hein. Mais limite, on se demande s'il va pas la laisser en plan pendant des heures pour une fois qu'il a rencontré donc son pote Jérémy, là, enfin son nouveau pote. Ça donne cette impression quand même. Et en fait, c'est totalement en filigrane. C'est-à-dire que le rôle de l'épouse qui va devenir mère, elle est là en savoir-faire, en soutien, et elle va jamais vraiment l'engueuler. Alors vous allez me dire, oui, mais au moins on invite un cliché, un poncif. Ouais, enfin bon, dans la vraie vie, à un moment quand même, hein, et bon. Passons. Et alors là, un truc très inutile, parce qu'il y a ça avec l'épouse qu'on aurait pu développer, mais on va rajouter une romance pour le personnage de Quenard, donc Jérémy, avec une dame là, qui va, enfin une jeune femme hein, qui va draguer dans une boîte. Et bon, bah, il n'ose pas montrer son vrai visage, donc il se la pète en mode agent, il lui achète du champagne, il va accumuler d'autres dettes en plus. Bon, après, c'est pour peut-être aussi montrer que ce sont des gens, voilà, deux personnes qui sont en deux faces d'une même pièce, et en même temps, même qu'il y a la pièce qui est lancée plusieurs fois dans le film, et qu'il y en a un qui est plus en mode, il fonce passion et tout, il est prêt à tout. C'est un éternel ado qui croit en sa passion, mais quitte à ne jamais gagner d'argent. Et l'autre, au contraire, on sent qu'il a une visée autre, et qui se fait passer pour celui qui n'est pas. Mais finalement, l'alchimie se fait, et le duo Zadie-Quenard fonctionne quand même. Parce que les personnages sont là, l'histoire est écrite telle qu'elle est dans leur vraie vie aussi, par rapport à ces agents-là. Ça avance. Et puis on va retenir, en fait c'est un film à scène aussi, c'est un film à moments qui vont fonctionner, de certaines séquences. Un peu comme Play, hein, je l'avoue, Play, c'est un film qui est pour moi très très bon dans ce qu'il fait, mais il va fonctionner aussi par séquence de vie, par instant de vie, par tranche de vie, si vous voulez. Là c'est un peu pareil, on va aller voir donc s'enfoncer dans un échec, mais aussi en même temps, enfin des échecs financiers, mais des réussites sportives et professionnelles qui ne se traduisent pas de suite en argent. Le film détourne un peu les codes aussi de finalement, sont-ils uniquement intéressés par l'argent? Certainement pas. Mais quand même, à un moment, on attend que l'argent rentre. On en est là à espérer, si on est en empathie avec eux, qu'ils gagnent enfin du fric, qu'ils deviennent de vrais entrepreneurs et riches. Et le film a cette dualité-là qui est intéressante en soi. Voilà, ça nous fait, nous, êtres humains, réfléchir devant un film comme ça. On voit deux hommes qui sont dans leur délire. Les femmes autour, bon bah, ils en font ce qu'ils veulent un peu. Et ça, c'est... bon, bah, oui, c'est parce qu'on est centré sur ces deux personnages-là. Mais derrière, bon, on les voit faire leurs idioties ou leurs coups un petit peu de maître. Parfois, c'est un peu trop téléphoné, c'est le cas de dire, parce qu'il y a beaucoup de scènes au téléphone. Bon, il y en a une, là, quand ils vont ramener donc, le jeune joueur belge. Je sais pas, c'était l'entraîneur des Knicks de New York, je crois, hein, ou quelque chose comme ça. Ils vont traquer le coach alors qu'il est en famille, ça n'a aucun sens. Heureusement, il y a la fille du coach qui parle anglais, parce que niveau anglais, moi, ça me fait beaucoup rire. Je suis prof d'anglais, voir qu'ils alignent pas trois mots correctement, c'est très drôle. D'ailleurs, on les voit au début avec le père de Tony Parker, qui doit jouer son propre rôle, du coup. Il y a ce délire-là. Et donc pour ça, ils amènent leur joueur là face au restaurant qui joue, qui va même mettre un panier dans la poubelle. Alors là, on est mort de rire. Voilà, il y a des moments où on est drôle, où c'est drôle, et en effet, ça fonctionne dans la comédie. Ça fonctionne plus dans les scénettes de comédie et de petites entourloupes, ou comment on va faire des coups, que dans, on va dire, l'aspect film biographique qui suit une ligne droite. Donc là-dessus, c'est réussi, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que. Et formellement, stylistiquement, où Play, c'est ça qui sauvait, entre guillemets, qui mettait le film pour moi haut dans mon estime, c'est aussi dans Play l'aspect
on joue sur les écrans, sur le côté rapport aux souvenirs et comment on fait du collage de montage. Il y avait un côté métal en play qui était passionnant. Là, c'est beaucoup plus classique. Et on voit que sur la mise en scène, Anthony Marciano, il fait le boulot. C'est plus un film de scénario, si vous voulez, mais quand même. Et à la base, il n'est pas réalisateur. C'est plus un scénariste qui vient du monde de la musique. Et justement, d'ailleurs, la musique a un rôle important. Mais il y a des moments quand même où il se rêve américain, lui aussi. C'est-à-dire, il y a des plans, voilà, un peu drôles, un peu d'ensemble. Je sais pas, j'imagine qu'ils ont tourné à New York. Probablement, en tout cas. Et... enfin, non, ils ont tourné au Canada, voilà, je suis en train de voir, en France et au Canada, donc ils sont même pas de New York. Bon, ils ont reconstitué un peu de New York au Canada, visiblement, mais ça se joue un peu film à l'américaine. Et c'est ce qu'il faut pour un film comme ça. À un moment, quand les deux Frenchies vont aux États-Unis, ça fait du cinéma un peu à l'américaine. Quand ils sont en France, on est plus, voilà, c'est très stéréotypé de pas grand-chose, si vous voulez. D'ailleurs, il y a cette idée d'être à l'étroit en France, là où ils sont, là, ils ont leur premier bureau dans un truc de pressing, là, où ils vont utiliser l'une des dames pour apprendre l'anglais. Très drôle ce personnage, limite sous-exploité, en fait, quand on y pense, si ce n'est sur une scène très drôle, où elle fait ça avec les doigts, voilà, si vous voyez un peu, si vous avez vu le film. Mais il y a... voilà. Et c'est des mondes qui s'entrechoquent, des fois, c'est très amusant. Et des mondes, trois mondes qui s'entrechoquent, là, d'ailleurs, même, hein, un peu, avec la dame, donc, d'origine asiatique, qui va aider... nos deux agents un peu plus bas et tout, face à des grands businessmen américains, on va dire ça comme ça. Et disais-je donc à l'étroit plus en France, et évidemment il y a des idées de grandeur, mais c'est un peu comme ces deux petits poissons dans une grande mare, quoi. Hein, si vous voulez, ils se noient pas, mais ils se débrouillent, mais c'est pas facile. Il y a cette idée aussi qu'ils sont prêts à sacrifier tout pour leurs joueurs. Alors ça c'est beau, hein, quelque part. Ils sacrifient beaucoup. Sacrifier sur des années, c'est de l'investissement. Et bon, on voit que la passion est là, mais à un moment, il faut quand même que l'argent retombe. Et ça, c'est très facile. Hein. On les voit, redressement, machin, tout ça. Bon, ça a l'air sympa, finalement, ça donnerait presque envie d'investir dans plein de trucs, parce que ça a l'air d'être assez facile à faire. Bon, on est dans les années 2000. C'est peut-être beaucoup plus compliqué aujourd'hui de faire ce qu'ils ont fait à l'époque. Peut-être. Mais bon, ils partent de rien, ils arrivent à construire leur petit empire à eux, quand même. Alors, spoiler, moi... Pourquoi spoiler? Bon, pas grand chose en fait. Bon, à la fin ils y arrivent grâce à Nicolas Batum, un coup à 46 millions. Ça joue au bluff. Alors, moi ça m'a beaucoup amusé cette scène où ils attendent le coup de fil, où ils reviennent un peu aux sources de quand ils s'étaient rencontrés, ils rejouent avec des jeunes. Finalement c'est en reprenant contact avec la base et les racines que finalement la chance revient à eux. Il y a cette petite scène avec le petit joueur là qui va leur traduire. Ça c'est bien parce qu'il y a une mise en scène intéressante. Où on voit qu'il va avoir une importance, le gamin en fond, et on les voit un peu discuter, être prêts à abandonner, être déprimés. Mais non, ça va fonctionner. Et bon, là aussi, hein, c'est un peu le monde des bisounours. Je ne sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, sur un coup de bluff ultime. Peut-être, hein, après tout, qu'est-ce qui est romancé, qu'est-ce qui est vrai? On ne sait pas, hein, les deux agents ont refusé de faire des documentaires sur leur truc. Je ne sais pas si même ils ont écrit sur leur parcours. Donc le film fait ce qu'il veut. Il va raconter à sa sauce ce qu'ils ont voulu peut-être eux-mêmes fantasmer, hein, et qu'ils ont raconté eux-mêmes, j'imagine, à Marciano. Je ne sais pas, mais bon, on peut toujours imaginer. Mais il y a cette idée à la fin qui est intéressante quand même, et donc oui, ils vont pouvoir réussir leur empire. Il y a un truc de happy end absolument improbable, où même là, les gens là, de la fine... Enfin, ceux qui viennent mettre l'entreprise en redressement judiciaire, qui applaudissent quand même quand il réussit. Bon, il y a le coup aussi, on voit qu'ils ont repéré, enfin l'un des deux a repéré presque par hasard, par chance, ça fait beaucoup de chance et de destin quand même, c'est très américain quoi, finalement, le joueur de NBA français numéro 1, un des meilleurs joueurs mondiaux actuels, hein, le fameux Victor Wembanyama, pas facile à dire, ils l'ont recruté et repéré, enfin, à 10 ans. Et ça, hein, sur un sous-boc de bière, là, bon. Il y a cette idée-là, oui, c'est vrai, hein, il s'occupe de lui aussi, mais est-ce que c'est vraiment le cas, hein, parce qu'il a été repéré dès l'âge de 10 ans. Il y a ces trucs qui s'entrechoquent, là, il y a des petits moments, voilà, ces petites phrases un peu toutes faites, alors ça, j'aurais pu le faire dans la zone non-spoiler, mais bon, ça fait un peu des proverbes qui se rejoignent et qui finalement réussissent quelque chose dans leur intention. Et des trahisons, là, du Willy Rosier, alors bon, oui, des fois, t'as des joueurs qui sont pas fidèles, là. Bon, c'est comme ça. Mais ouais, en soi, la fin, elle est très attendue, très convenue, très biopique, avec la photo des vrais agents et des vrais joueurs qu'ils ont encadrés, et tout ça, et tout ça. Mais bon, allez, pourquoi pas, après tout. Il fallait que ce soit dans le classicisme du classique, quand même, pour raconter une histoire qui est peu connue, finalement, à part des grands puristes. C'est pas forcément idiot d'avoir ça. C'est très cinématographique dans la success story, mais pas une success story facile, quand même. Hein, parce qu'ils ont sacrifié beaucoup de leur vie. Merci à leurs compagnes aussi, quand même, qui ont laissé
leurs hommes faire ce qu'ils veulent, enfin surtout l'épouse de Bouna. Bon, on peut dire bravo parce que elle a supporté, elle a subi, elle a tenu, on va dire, les finances à elle toute seule. Bon, voilà, elle aurait mérité un peu plus de place dans le film aussi, mais bon, c'était pas elle le sujet. Et je ferme la zone spoiler. Ouais, le rêve américain, c'est bien. C'est bien. Je sais pas s'il restera en fait longtemps, là je suis encore à chaud, donc j'ai passé un bon moment. On peut regretter que le film se repose, évidemment, mais c'est comme ça, c'est souvent le cas, sur Zadie Kennard. Et bon, ils sont faits pour avoir cette alchimie-là, donc ça passe. Mais il y a des moments où, voilà, il y a des pétages de plomb, un peu de tristesse. Par exemple, Kennard m'a un peu plus surpris que Zadie. Zadie, il est sur ce fil-là, et il est bien quand même quand il se pose aussi. C'est pas la première fois que je le vois comme ça aussi. Hein, donc, et Quenard, c'est voilà. Mais bon, il y a des moments où oh bah ça revient avec Quenard, et puis t'as Zadie à côté qui avec sa pièce et qui rigole un peu sans vraiment vouloir en rire. Bon, allez, moi j'ai envie de dire ça passe quand même. J'ai pas envie d'être. Je veux pas de toute façon être sévère avec un film comme ça, parce que j'en attendais pas autre chose. C'est plutôt bien ficelé dans ce qui est proposé en termes d'écriture. La mise en scène, spatialement et sur certaines séquences, fait le café, ça fait le taf, c'est quand même bien géré, même si ça va pas très loin. C'est sûr que par rapport à l'aspect formel plus forcément méta et j'ai envie de dire plus intéressant aussi que ce qu'il avait fait dans Play, évidemment ici on revient dans quelque chose de plus cadré, si vous voulez, dans ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les films un peu biopiques à la française. Et la musique, voilà, je finis là-dessus. C'est un jukebox ce film, voilà. Ça m'a remis en tête I'm Walking Away de Craig David, qui a peut-être des 20 ans que j'avais pas écouté ce morceau, que j'avais beaucoup écouté au début des années 2000. Voilà, vous avez pas mal de trucs, vous avez Return of the Mac, vous avez d'autres choses, quoi, des tubes plutôt américanisés, hein, quand même, du début des années 2000. Mais c'est bien, ça vous rappellera des choses, tout ça, peut-être ou pas. Mais oui, c'est un gars, Marciano, qui vient, donc directeur musical, je crois, à la base, et qui aime bien, du coup, habiller ses films ainsi, et ça fait le rythme. C'est bien également dans cette transition franco-américaine, de tubes américains, voilà, qui ont marché en France, et hop, on va vivre et exporter ceci vers le rêve américain, quand même. Allez, tout ceci pour vous dire que je vous conseille, si vous avez envie de le voir, hein, voilà, c'était celui-ci ou Couture, j'avais fait le choix du rêve américain. Couture, peut-être que je le verrai demain, voilà, mais c'est pas sûr, ça va dépendre de ce que je vais digérer là, en termes de fatigue de ce début de vacances. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce rêve américain, soyez sévère, soyez juste, soyez emballé, comme vous voulez, mais on échange ci-dessous en commentaire, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.